Bonjour Isabelle Fillosa, ravie de vous accueillir. Alors, Bonjour Valérie et bonjour à tout le monde, tous et toutes. vous êtes psychothérapeute, conférencière et auteure de grands renoms d'ouvrages consacrés à la petite enfance. Vous êtes aussi coprésidente du comité des 1000 premiers jours de bébé. Alors, on sait tous que les pleurs du nourrisson est avant tout un moyen d'expression, seulement on a tous été désœuvrés à un moment donné avec un pleur de bébé qu'on ne comprenait pas et on ne pouvait pas apporter la réponse adéquate. Alors, vous allez nous aider à décoder justement les pleurs de bébé pour avoir la réponse adaptée aux besoins de bébé. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler déjà des pleurs? Est-ce que c'est bien un moyen d'expression? Alors oui et non. Alors d'abord, la première chose qui est intéressante à mesurer, c'est que les pleurs des bébés vont exciter une zone de notre cerveau à nous, parents. Ça nous fait réagir. Écouter des pleurs de bébé, mais ça nous met dans tous nos états. C'est très difficile. Ça fait souffrir le cerveau. Donc, entendre le pleur d'un bébé déclenche de la souffrance dans notre cerveau à nous, parents, à nous, adultes. Tout adulte qui entend des pleurs de bébé souffre. Pourquoi? Parce que du coup, ça amène à prendre soin du bébé. Quand on dit que les pleurs sont une expression, c'est vrai, et je vous dis, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en déduire que le bébé se dit dans sa tête « Ah, j'ai faim, alors je vais pleurer pour que ma maman vienne me donner à manger ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas un raisonnement, ce n'est pas comme nous choisissons un langage pour pouvoir exprimer. Parfois on dit « les pleurs sont le langage du bébé ». Oui et non, c'est-à-dire que bien sûr, le pleur, quand nous l'entendons, il va faire message et nous allons comprendre que le bébé a un besoin. Mais en aucun cas, le bébé n'a une intention de communication avec son pleur. C'est ça qui est important de mesurer, parce que parfois on se dit « Ah, il pleure pour m'appeler, il pleure pour que je vienne ». Non, il n'a pas une intention. Mais effectivement, la nature a fait ça pour ça. La nature a fourni au nourrisson le cri qui permet d'appeler, et il s'est débrouillé pour que ça impacte le cerveau de l'adulte de manière qu'un adulte prenne soin du bébé. Donc ça a une fonction de communication, mais il n'y a pas une intention de communication de la part du bébé. C'est important. Donc, pour toutes les personnes qui pensent que les enfants font des caprices ou pleurent volontairement, on répond non. Clairement, clairement, un bébé ne pleure pas volontairement et il n'a pas déjà la capacité de se dire « Ah tiens, si je fais ça, alors il va se passer ça ». Donc, cette dynamique de cause à effet ne s'installera que bien plus tard dans la vie. Et donc, non, un nourrisson, il pleure simplement parce que son organisme est construit comme ça. Et il va pleurer différemment en fonction, si on prête l'oreille, on va entendre que ce n'est pas exactement la même façon de pleurer. Si un bébé a faim, par exemple, quand il a faim, il va commencer à téter, quoi. Et puis, tout son corps perçoit cette faim et du coup, il va appeler, là encore, ce n'est pas une intention d'appel, mais en même temps qu'il va produire du son, il fait le mouvement de succion. Et du coup, ça va produire quelque chose du style de mais. Et du coup, c'est un petit son qui est complètement différent d'un autre son qu'on entendrait à un autre moment. En fait, il y a un réflexe de l'organisme du bébé lorsqu'il a un besoin qui s'associe à un son et du coup, ça va produire un cri. La personne qui a découvert tout ça, c'est une femme qui s'appelle Priscilla Dunstan. C'est une Australienne qui a une oreille absolue, qui est chanteuse d'opéra, chanteuse lyrique, et donc qui a une très très grande habitude de l'impact du son et de comment on produit le son.
Et donc, elle était tout aussi démunie que chacun d'entre nous face à son bébé. Et quand son petit garçon pleurait toutes les larmes de son corps, ben elle s'est aussi assise par terre, ouais, elle pleurait tout aussi, et elle se dit, ben, ça va pas du tout, je comprends rien. Ah, mais peut-être je peux utiliser mon don pour comprendre ce qu'il veut. Et elle s'est mise à écouter, à remarquer qu'il y avait des courbes de son différentes, et que finalement, parfois, elle faisait quelque chose, ça calmait le bébé, ah, c'était tel son. Grâce à sa phénoménale mémoire du son, eh bien, elle a pu structurer comme un décodage, comme un alphabet. Elle a pu décoder que, par exemple, quand un enfant dit né, ça fait comme un mot finalement, eh bien, ça veut dire j'ai faim. Par contre, si l'enfant a sommeil, qu'est-ce qu'on fait quand on a sommeil, Valérie? On baille. On baille. Et donc, on fait ah, ah. Et donc, si le bébé baille, et il pleure en même temps, il crie en même temps, il laisse du son sortir, ça va faire ah, ah. Et donc, dès qu'on entend ah, ah, c'est que le bébé a sommeil. Et là, moi, quand j'ai appris ça, j'ai réalisé, je me suis dit, oh là là, mon enfant, elle faisait ah, ah, et moi, je la prenais dans les bras croyant qu'elle avait besoin de stimulation. Et donc, hop, je lui disais, ah, je faisais des sourires, ou alors je lui donnais à manger, enfin, pas le, je lui donnais le sein. Et donc, oh, en fait, j'avais tout faux. Parce que ce qu'elle voulait, c'était pouvoir s'endormir. Elle était hyper stimulée, il y avait trop de choses et elle disait ça. Et au bout d'un moment, elle était tellement stimulée qu'elle se mettait à faire elle criait dans tous les sens et en fait, je n'arrivais pas à comprendre. Et quand le bébé fait ouah, 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 en fait, c'est qu'il est trop stimulé. Et donc, c'est fascinant. Grâce au décodage de Priscilla Dunstan, au lieu de faire des erreurs, au lieu de se tromper quand notre enfant veut quelque chose, eh bien finalement, on arrive à mieux décoder. Avant, comme j'ai fait moi, comme font la plus, on s'était essai et erreur. Le bébé pleure. Enfin, quand on dit pleure, il ne pleure pas vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les larmes, etc. Là, on s'adresse, on parle de tout petits nourrissons. Hein. Donc, les tout petits nourrissons, ils ont ces réflexes de leur corps, ils mettent du son avec et ça produit ce que Priscilla appelle un pré-cri. Et si nous savons répondre à ce pré-cri, qui n'est pas forcément fort, hein, c'est né, né, ah, tout de suite je donne à manger, je donne le sein. Alors, tout de suite, ça va permettre au bébé de se sentir satisfait. Et donc, il n'y a jamais les grands pleurs, les grands hurlements. Mais bon, quelquefois, on ne sait pas, on est à côté de la plaque et du coup, le bébé, et forcément, le besoin est toujours là. Et en plus, on ne comprend pas. Plus maman, papa stresse, l'adulte stresse parce qu'il ne sait pas quoi faire, il ne comprend pas où est le besoin de l'enfant. Et du coup, le bébé perçoit ce stress-là, il hurle encore plus fort et c'est la spirale. Donc, c'est vrai que pour moi et tous les témoignages des parents qui utilisent ce décodage des bébés, ça change la vie parce que ça permet très rapidement de trouver ce qui se passe pour le bébé, d'entendre et de réaliser qu'effectivement, ça peut être comme un langage, on peut comprendre ce que vit le bébé et du coup lui donner satisfaction et du coup, bien sûr, ça calme et il y a nettement moins de pleurs. Donc, les parents qui utilisent ça témoignent du fait qu'il n'y a presque plus de pleurs de leur bébé. Alors, on va peut-être vous imiter super bien les pleurs de bébé, Isabelle, mais on va peut-être voir en vidéo les 3 pleurs principaux du nourrisson pour que ça soit bien illustré et qu'on entende bien les sons. Ces 3 premiers préécrits sont ces 3 premiers mots, entre guillemets, qui existent de 0 à 6 semaines. Si nous savons écouter et décoder, alors les mots vont rester et nous pourrons communiquer, nous pourrons comprendre ce qui se passe pour notre nourrisson. En revanche, si nous ne décodons pas,
Si à chaque fois qu'il fait né, on fait autre chose, si à chaque fois qu'il fait ao, on lui donne à manger, bref, c'est compliqué, il va perdre cette précision des mots et donc après, ça va être plus difficile de comprendre véritablement ce qui se passe. D'accord. Donc, pour résumer, on a un besoin, un son, qu'il faut qu'on les étudie, les identifie très très rapidement pour que le bébé associe aussi la réponse au son qu'il émet. Il va être capable de se dire, ah ben la réponse à mon besoin, elle est la bonne, donc je continue. Tout à fait. Et il ne faut pas oublier que ça fonctionne comme un langage. Donc, j'entends que dans votre langage, vous dites il faut. Non, ce n'est pas vraiment une pression comme ça. Il faut absolument que je comprenne. Non, c'est calme. Ça a des indications. Et petit à petit, ça va devenir davantage comme un langage, de la même manière que les mots, ils se construisent au fur et à mesure. Donc, ça va s'affiner et se préciser dans l'interaction, dans l'échange. Et on Est-ce qu'il y a comprend de des, mieux en mieux son bébé. est-ce qu'il y a des sons qui évoluent en fonction de l'âge du nourrisson, lorsqu'il grandit? Est-ce qu'il complète du coup ce langage par d'autres sons? Tout à fait, tout à fait. Il y a d'autres sons qui interviennent en fonction des différentes réactions. Alors, il y a quand le bébé se sent inconfortable, donc il a trop chaud ou bien froid ou quelque chose qui le gratte, qui le gêne. Et ben, comme ça, et on va entendre quelque chose du style par contre, si il se sent tout seul, il se sent isolé, il va faire quelque chose du style lélol, 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 lélol. On entend vaguement ce lélol qui est là présent. Simplement, c'est un petit murmure qui exprime qu'il se sent tout seul et qu'il a besoin de davantage d'interaction avec une figure d'attachement. Et puis, quand il a mal au ventre, quand il a des gaz, ben, comme nous, hein, on a des gaz à l'intérieur, ça gonfle, on n'est pas bien, on est inconfortable, et du coup, ça va stimuler un peu notre réflexe nauséeux, et ça va plutôt faire quelque chose du style mais donc avec le bébé qui se met dedans, ça fait et on va entendre quelque chose qui est plus comme ça. Alors, évidemment, je n'ai pas le langage bébé. Moi, j'ai déjà des dents, j'ai une bouche, etc. Donc, ça ne sonne pas exactement de la même manière. C'est pour ça que c'est intéressant d'écouter et de réécouter les pleurs de vrais bébés. Et donc, Priscilla a écouté et filmé toutes sortes de bébés. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, chaque bébé a son mot, c'est-à-dire que on a tous un accent spécifique, mais les bébés du monde entier, puisqu'elle a fait des recherches avec son père dans différents pays pendant 9 années, ils ont écouté toutes sortes de bébés. Dans le monde entier, ce sont les mêmes sons. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est lié au réflexe biologique. Donc, comme c'est lié au réflexe biologique, naturellement, ça va être le même type de son. Et évidemment, il y a quand même une adaptation en fonction de l'accent spécifique du groupe dans lequel, et puis il y a la voix précise de chaque enfant. Alors, question suivante, Isabelle, est-ce qu'un nourrisson a des émotions? Alors, ça va dépendre de ce qu'on veut dire par émotion. Des réactions de type émotionnel dans le sens une émotion est une réaction d'adaptation à l'environnement, oui, quelque chose comme ça, et en même temps, ça n'est pas du tout une émotion telle que nous on la vit, où on pourrait se dire j'éprouve de la tristesse parce que quelqu'un est décédé et donc je sens cette charge émotionnelle et j'ai besoin de pleurer. Donc, on a cru pendant quelque temps que les bébés pouvaient avoir besoin de pleurer suite à un accouchement difficile ou des choses comme ça, mais ça ne fonctionne pas véritablement comme ça. Et si un nourrisson de moins de 6 semaines pleure, il va juste surcharger son cerveau. Ça ne va pas lui permettre de se libérer de quoi que ce soit. Donc, non, on ne fait pas de décharge émotionnelle des nourrissons. En revanche, on écoute. Et l'émotion, c'est plutôt dans le sens, oui, ça indique que là, l'enfant, il est en train de vivre quelque chose. Donc, quand le bébé pleure, émet un son, fait un mouvement, je sais que là, soit il a besoin que je change sa couche,
il a faim, il a besoin de contact, il a un besoin. Et donc, je vais vraiment chercher à savoir ce qui se passe. On sait aussi que les bébés qui pleurent beaucoup, parce qu'il y a des nourrissons qui pleurent énormément, et surtout vers 18 heures, on ne sait pas pourquoi. Enfin si, maintenant on commence à savoir mieux pourquoi, parce que des biologistes ont cherché ce qui se passait dans leurs intestins, ils ont pu repérer qu'il y avait des bactéries spécifiques dans leurs intestins. Il y a des bactéries qui se réveillent davantage vers 18 heures et c'est pour ça qu'ils pleurent davantage. Et donc, le bébé a tout simplement mal au ventre. Et il s'agit de détecter quelle est la souche bactérienne parce qu'il y a plusieurs bactéries qui peuvent être impliquées. Et donc, lorsqu'on détecte quelle est la bactérie ou les bactéries qui sont en surnombre, eh bien, on va pouvoir donner les probiotiques, les prébiotiques, le traitement qui va répondre aux problèmes à l'intérieur du ventre. Parfois, les bébés pleurent aussi simplement parce qu'ils sont inconfortables, ils n'arrivent pas à correctement respirer. Des bébés de plus en plus nombreux naissent avec une mâchoire plus rétractée. Il y a un aspect physiologique à ça. La mâchoire est rétractée. Parfois, il y a le tongue tie, on dit en anglais, donc la langue, il y a un frein de langue ou un frein de lèvres, ou bien tout simplement, la langue n'a pas sa place correcte dans la bouche, et du coup, il y a comme un effondrement dans le bas de la gorge qui fait que le bébé s'asphyxie, donc il se réveille, et quand un bébé se réveille très souvent la nuit, plus souvent que pour juste téter, on se dit tiens c'est vraiment trop souvent, ou quand il est un peu plus grand et qu'il se réveille sans arrêt, on peut réfléchir et regarder comment ça se passe dans sa bouche, comment est-ce qu'il respire. Si on observe qu'il dort la bouche ouverte, alors c'est qu'il y a un problème. Un bébé, ça dort aussi la bouche fermée, comme les adultes, tout le monde dort la bouche fermée. Si la bouche est ouverte, c'est qu'il y a un souci de respiration et donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le bébé se réveille et pleure la nuit. Donc, réponse à si c'est une émotion dans le sens, c'est une réaction d'adaptation de l'organisme, donc quelque part, oui, mais en même temps, ça n'est pas une émotion que juste, oh, j'accueille son émotion, pleure, mon bébé pleure. Non, non, il pleure véritablement, au moins jusqu'à 6 semaines, mais probablement toute la première année. S'il pleure, c'est qu'il a un besoin. Et mon job d'adulte, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe pour lui. Alors, on ne sait pas tout, mais on cherche. Alors, on dit aussi souvent que les bébés sont des éponges qui ressentent le stress de l'adulte, qui ressentent les émotions de l'adulte. Donc, comment ça se passe? Ils n'ont pas d'émotions, mais ils ressentent tout? C'est pour ça que je dis, on ne peut pas vraiment dire pas d'émotion. C'est-à-dire que toute la biochimie de l'émotion, tous les neuromédiateurs, ils les ressentent, ça traverse. Même fœtus, le fœtus, l'adrénaline, le cortisol vont traverser la barrière placentaire et donc le fœtus va vivre le stress de sa maman. La colère, la tristesse de la maman, ça va avec des hormones et ces hormones traversent la barrière placentaire et donc le bébé les vit. Je dis qu'il n'a pas d'émotion, c'est pas qu'il n'a pas d'émotion, il vit, il traverse, il a un corps, mais il n'a pas d'émotion dans le sens, il n'a pas les états affectifs qui fait qu'on va du coup écouter l'émotion en tant que telle et lui proposer de déverser son émotion. Le tout petit, il a surtout besoin qu'on calme toute cette chimie dans son corps et qu'en lieu et place d'adrénaline et cortisol, il y ait davantage de l'ocytocine, de la dopamine, de la sérotonine, toutes ces hormones qui vont l'aider à se sentir confortable et bien. Donc, on va être bien sûr attentif au stress que nous vivons. Nous allons être, si nous sommes stressés, nous allons parler au bébé. Parler, non pas parce qu'il comprend les mots, il ne comprend pas encore les mots, mais il comprend ce que les mots font à notre stress. Si je viens de perdre ma maman, par exemple, et que je suis donc dans un état d'émotion terrible, et que je dis à mon bébé dans mon ventre, tu y es pour rien, c'est juste que ma maman, le simple fait de le dire
d'abord, le bébé, il perçoit ma voix, il perçoit quand je m'adresse à lui, ça le calme déjà, ça le nourrit. On voit, les études montrent qu'il va sursauter davantage, on voit qu'il réagit à ça, et petit à petit, il se tranquillise, il se calme, parce que moi aussi, je me tranquillise et je me calme. Donc, quand nous sommes stressés, il est naturel que nos enfants soient davantage stressés dans le ventre parce que directement ça passe dans le sang et plus tard simplement parce que toutes les émotions et le stress sont hautement contagieux. Lorsque je regarde quelqu'un qui est stressé, je vais, grâce à mes neurones miroirs, et les neurones miroirs sont extrêmement actifs chez les tout-petits, eh bien, mes neurones miroirs vont déclencher ce système de stress à l'intérieur de mon organisme. Toutes les émotions sont contagieuses, mais bien sûr, la peur, le stress sont encore plus contagieux parce que c'est notre protection. S'il y en a un qui a peur, ça veut dire qu'il y a un danger, donc tout le monde doit avoir peur tout de suite pour être prêt à courir, à faire quelque chose, sauf qu'un nourrisson ne peut pas se mettre à courir, à ce moment-là, tout ce qu'il va faire, c'est simplement pleurer. Donc, lorsque je suis stressée, lorsque un adulte est stressé, l'enfant dans ses bras, l'enfant avec lui, risque de pleurer davantage. Donc, si on a un bébé qui pleure beaucoup, c'est aussi une des pistes qu'on va explorer. Est-ce qu'il n'y aurait pas des émotions bloquées chez moi? Parce que le bébé, il réagit à ma biochimie, il réagit à ma biologie, il ne réagit pas forcément à mon apparence. Donc, si je fais des grands sourires, mais qu'au fond de moi, je suis très en colère contre mon patron ou contre quelque chose, ou contre ma belle-mère, bref, le bébé va sentir cette émotion qui est en dessous. Donc, quand j'écoute un bébé qui pleure beaucoup, je regarde, est-ce qu'il y a quelque chose de physiologique? Est-ce qu'il a un besoin? Et s'il n'y en a pas, je regarde dans quel état moi je suis. Est-ce que je suis tranquille ou est-ce que je vis du stress en ce moment? Est-ce que j'ai des émotions que je réprime, que je n'ose pas montrer? Mieux vaut à ce moment-là nommer l'émotion. Regarder le bébé, raconter au bébé l'émotion que nous avons à l'intérieur. Est-ce que, Isabelle, on peut retrouver les différents sons, les différentes vidéos? Alors, vous avez une page dans le Baby Web, des ateliers Filiosa qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions et vous remontrer les vidéos, mais est-ce que vous avez des conseils à nous donner? Et plutôt que des conseils, j'ai créé un atelier bébé dans lequel, eh bien, chacun peut retrouver toutes ces informations et développer les compétences spécifiques dont on a besoin pour prendre soin d'un bébé. Parce que c'est vrai que c'est complexe hein, et que les neurosciences, on est parfois un petit peu perdu dans tout ça. Et donc, j'ai rassemblé ce qui me paraissait vraiment essentiel pour mieux comprendre et pour se sentir équipé et avoir une chouette relation avec son bébé. Eh bien, merci Isabelle pour toutes ces informations. J'espère que les futurs et jeunes parents vont pouvoir découvrir et que ces sons qui font preuve d'un besoin du bébé vont vraiment les aider dans les premiers jours avec bébé pour justement avoir une certaine sérénité chaque jour qui, on sait, favorise le lien d'attachement. Donc, est-ce que vous avez un petit mot de conclusion à nous dire? Juste rebondir là-dessus, à partir du moment où, de manière globale, on va répondre aux besoins de l'enfant, on n'a pas besoin d'être juste tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut se détendre et ça n'est pas grave si on loupe la communication d'un bébé une fois ou deux parce que d'abord le bébé va répéter et d'autre part, c'est vraiment le lien d'attachement se tisse pas sur une réponse, mais sur la globalité, sur l'ensemble des réponses. Donc, on a le droit de se tromper avec son bébé et c'est vraiment important de juste prendre le temps d'écouter ce bébé. Et la seule chose que j'ai à garder en tête, c'est s'il manifeste, c'est qu'il a un besoin. Et lui, il ne peut pas savoir. Je ne peux pas juste mais qu'est-ce que t'as? Il ne le sait même pas, lui, ce qu'il a. C'est mon job à moi, mais ce n'est pas facile. On ne sait pas tout. Et du coup, c'est important de parler entre parents. C'est important de parler avec des professionnels. Il y a les professionnels de la petite enfance qui connaissent bien les bébés et qui sauront nous aider. Parlons, 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 communiquons entre nous
pour mieux communiquer avec notre bébé. Eh bien, c'est super, Isabelle, c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Merci infiniment pour votre présence et à très vite. Au revoir.